Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une idée révolutionnaire. Faire une analyse linéaire d'une œuvre cinématographique avec des blagues au milieu. Original, non? Et pour nommer une telle émission diffusée sur Dailymotion, j'ai décidé Macro. Hein? C'est Chroma en verlan. Ah. Mais pourquoi? Parce que le verlan, c'est trop chébrant. Vous auriez dû dire câblé. Et comme objet de première analyse, j'ai essayé de prendre un film pas du tout connu, Les Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy. Le film s'ouvre sur un hommage au cinéma muet avec une ouverture d'iris sur Cherbourg au matin, et après un générique rendant hommage à Chantons sous la pluie, décidément il aime bien les références le Demy, on retrouve notre protagoniste qui est mécanicien et qui refuse de réparer une Benz, mais ça se comprend car il doit aller chercher sa blonde pour aller au théâtre. Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. J'aime mieux le ciné. Il a raison. Bref donc, il va chercher sa blonde, interprétée par la légendaire Catherine Deneuve, qui à l'époque ne défendait pas des pédophiles polonais. Eh ben, t'y vas pas avec le dos de la main morte. Hein. Je me chauffe là. Enfin bon, en tout cas, il s'aime, Geneviève, c'est le nom de la blonde, retourne voir sa mère qui tient une boutique de parapluies. De Cherbourg! Et donc Guy va voir sa tantine, car oui, pour rappel, nous sommes dans les années 50, une époque où les jeunes ne se barraient pas à 17 ans pour vivre dans un appart de 9 mètres carrés au 8e étage sans ascenseur, dans une ville mal gérée par une espagnole antifranquiste qui a fait 1,7%. On n'est pas censé parler d'un film à la base. On sent que Guy est un peu rebelle, car il mange entre les repas et répond à sa tante. Monstre! On rencontre ensuite Madeleine, l'infirmière de la tantine, qui semble assez sympathique au premier abord avec Guy. Bref, on n'a pas le temps de développer les personnages secondaires plus que nécessaire. Guy retrouve sa blonde, qui s'est habillée vachement court pour novembre quand même. Salope. Attends, on y reviendra. Ils vont au théâtre, puis ils vont danser. Et on apprend que la mère de la blonde n'aime pas beaucoup l'idée que sa fille sorte avec un garçon. Enfin, en tout cas, c'est suffisant pour que le mensonge soit nécessaire. Puis on a une séquence très mignonne où il parle d'avoir des enfants et de vendre le magasin de parapluies pour acheter une station de service. Geneviève explique la situation à sa daronne qui permet une situation de conflit de génération, chose assez classique chez Demy. La mère explique alors que c'est une connerie de se marier aussi jeune, surtout avec un gars qui n'a pas fait son service. Retenez ça car l'avantage de ce film, c'est que tout n'est que préfiguration. Ah mais c'est du spoil ça! Non, c'est du divulgachage. Mais on n'a pas le temps, parce que c'est la crise. La maman a une facture de 80 000 francs. Zut alors. 80 000 francs, donc sachant que nous sommes en 1957, donc 800 nouveaux francs, ce qui, rapporté à l'inflation, équivaut à peu près à 1920 € et 26 centimes. Donc oui, quand même, c'est pas négligeable, mais on n'est pas non plus sur le passage par la rue de la Paix, option 3 maisons de fin de partie de Monopoly. Mais ça reste quand même suffisamment emmerdant pour envisager la vente littérale des bijoux de famille. Nous voici donc chez le bijoutier, avec le propriétaire de la Mercose du début du film, car nous sommes à Cherbourg, un petit village de 70 000 habitants, donc c'est un petit milieu, voyez-vous. Sauf que le bijoutier est un crevard comme prévu, mais pas le propriétaire de la Mercose, Roland Cassard, qui est diamantaire sur Paris et Londres. Il repasse au magasin pour payer la somme en prenant le bijou, ce qui, dans mon vocabulaire, s'appelle une subtilisation discrète, mais nous sommes dans un petit village des années 50, donc les mœurs ne sont pas les mêmes. Le lendemain matin, la blonde émet l'idée que peut-être la mère s'est faite rouler dans la farine. Puis elle se barre voir Guy alors que le diamantaire arrive à l'exact même moment. Un peu facile quand même. Oui, c'est vrai, mais cela dit, ce n'est rien comparé au film suivant de 2000 et Demoiselle de Rochefort, hein, clairement. Geneviève est triste que sa mère n'approuve pas le mariage, et en plus Guy doit partir en Algérie pour son service. Aïe. Pour 2 ans. Oui. Mais les tourtereaux se font des promesses d'attendre et de se marier au retour de Guy. Et font des carabistouilles chez la tantine de Guy. Enfin, du moins, c'est suggéré. Guy dit au revoir à sa tante et à Madeleine, vous savez, le personnage inutile. Encore une préfiguration? Tu apprends vite, petit scarabée. On a ensuite la séquence cultissime du départ, magnifiquement mise en scène par un travelling arrière où l'on constate que Geneviève n'est pas une blonde comme les autres, car elle ne court pas après le train. Oh, t'abuses là. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Ellipse et nous sommes en janvier 58, et Geneviève est un peu déprimée parce que Guy ne lui écrit pas souvent, alors que sa mère est enjouée à l'idée que le diamantaire vienne dîner. Après un malaise, Geneviève annonce qu'elle est enceinte. Donc ils ont vraiment fait des carabistouilles, c'est confirmé. Oui, et en plus Geneviève en rajoute. Comment est-ce possible? Rassure-toi, comme tout le monde. Oh, ne plaisante pas, c'est grave.
On en arrive à ce qui est peut-être la séquence la plus géniale du métrage, celle du dîner. C'est une séquence essentiellement basée sur des chants contre chants classiques mais très bien utilisés. On suit une discussion alors que les convives attaquent une galette des rois, ou plutôt un gâteau des rois, sans doute une tradition de Cherbourg, alors que la mère explique qu'elles sont presque liées mécaniquement. Geneviève est à la fève et doit donc choisir un roi, dans un plan regard caméra magnifique. Mais Geneviève se retire, probablement un peu trop brusquée par tant de symbolisme. Le diamantaire en profite pour demander sa main à sa mère, qui se rend compte qu'elle ne connaît rien de lui. Il en profite donc pour faire une référence au premier film de Demi, Lola. Comme quoi on critique le MCU, mais Demi est encore moins subtil. Le diamantaire rassure toutefois la maman. Geneviève est libre. Toby est libre. Et il s'en va. On découvre que Geneviève a tout entendu. Décidément, s'il y a bien une chose où on ne peut pas dire raisonnablement que c'était mieux avant, c'est bien l'isolation phonique dans les immeubles. Et les papiers peints. Ellipse et Geneviève reçoit une lettre de Guy, enfin. Assez sinistre par contre, en opposition totale avec la gaieté de la mère comme d'habitude. Elle répond à une lettre du diamantaire tout en pensant à Guy, décidément ce film est sacrément bien pensé. Ellipse une nouvelle fois et c'est carnaval. C'est là où Carnaval s'oppose à Hollywood comme religion. Mais il ne s'y oppose pas frontalement, il s'y oppose de façon indirecte, et il s'y oppose comme le tout s'oppose à la partie. Mais Geneviève, en bonne réactionnaire, n'aime pas le carnaval. Et en plus, se fait tailler par sa mère. C'est fou ce que tu es grosse. La mère qui suggère à Geneviève de trouver un père au bambin. Ou un autre. Et en bonne blonde, Geneviève fume en étant enceinte. Même si, à sa décharge, à l'époque, on n'avait pas trop d'infos sur les effets du tabac sur l'enfant. Mais bon, ça fait quand même drôle. La mère lui vend le diamantaire comme un parapluie. C'est parce qu'il te protégera, Geneviève. Encore une ellipse, et le diamantaire lui offre une bague avec un diamant, évidemment. Nous les voyons marcher au même endroit où elle le faisait avec Guy, mais de jour et clairement avec moins de tendresse et de folie. La passion a laissé place à la stabilité. Geneviève accepte le mariage avec Cassard, et en 3 plans assez courts, toute la procédure est montrée de la robe à la sortie d'église devant laquelle est présentée Madeleine qui semble troublée. Mais attends, quoi donc ? Depuis quand Madeleine connaît Geneviève ? Rappelle-toi, c'est un petit village, Cherbourg, hein, tout le monde se connaît. Ah, d'accord. Ellipse, et nous retrouvons notre héros Guy de retour en mars 59. On n'avait pas dit 2 ans ? P4, j'imagine. Guy est blessé à la jambe et constate la fermeture du magasin. Oh non. Et la tantine explique tout à Guy. Elle lui explique aussi que Madeleine n'est pas mariée car elle est sage. Et d'ailleurs, en parlant du loup, celle-ci n'a pas changé et est contente que Guy soit revenu. Non. Ellipse. Attends, mais c'est moi où il y a plein d'ellipses depuis le départ ? Guy est devenu un voyou. La preuve, il ne se laisse pas faire par son patron, démissionne et jette des cagettes dans le port. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. Admettons. Et il paye en grosses coupures. Vous êtes tous les mêmes, avec vos gros billets. Non mais tu te calmes, le barman. Et Guy laisse son gros billet sans prendre sa monnaie. C'est surtout un pigeon en fait. Et il va aux putes parce qu'à l'époque c'était encore légal, avec une certaine Jenny. Tu peux m'appeler Geneviève si tu veux. Et en plus elle en rajoute. Guy rentre chez lui, mais sa tante est morte. Il demande alors à Madeleine de rester avec lui en lui admettant qu'il l'aime. Mais c'est pas possible. Mais Madeleine est réticente car elle n'aime pas que Guy soit devenu une racaille. Mais il arrive à la convaincre après une âpre négociation. Il achète une station de service et demande en mariage Madeleine. Mais c'est pas possible! Et si, elle accepte et ellipse, nous sommes en décembre 1963. Guy et Madeleine ont un enfant, François, et semblent être un couple heureux. Alors que Madeleine et le gamin sortent voir les boutiques, une Mercedes s'approche. Mais non! Et si, c'est bien Geneviève et sa fille Françoise. Geneviève explique qu'elle rentre d'Anjou pour Paris et a fait un détour. Sacré détour quand même. Tu m'étonnes. Ils s'échangent des banalités alors que Françoise joue avec la neige. Dans un ultime échange de regards, Geneviève demande à Guy s'il va bien, lui répond que oui, et Geneviève repart alors que Madeleine revient avec François. La caméra s'éloigne et c'est la fin du film. Mais attends, c'est vachement triste en fait. Ça, c'est sûr. Mais au-delà du constat évident, que peut-on en déduire ? Eh bien oui, car au-delà du résumé que je viens de faire, la question de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'a voulu dire Jacques Demy dans ce film ? Et oui, car si c'est juste pour raconter une histoire triste, bon bah,
c'est un peu court. Donc on a vu que Demy avait tendance à traiter des conflits intergénérationnels, et notamment de la jeunesse avec la génération précédente. En l'espèce, dans ce film, nous avons deux jeunes amoureux en forme d'opposition avec leur famille sur ce sujet. C'est assez évident avec Geneviève, mais c'est aussi le cas avec Guy, dont la tante est dans une forme de réticence passive. Alors certains diront que c'est une manière pour Demy de dire que les vieux sont cons, et que la jeunesse, en se prenant moins la tête, profite plus de la vie. Ou du moins le ferait si les vieux ne les entravaient pas. Et c'est vrai que ça pourrait être ça. En effet, d'une certaine manière, cette thèse d'exposer dans Les Demoiselles de Rochefort, mais pour ça, je vous recommande la vidéo de la chaîne Y Penser sur le sujet, qui est très intéressante. Plus que la tienne, en tout cas. Sauf que, Si vous regardez bien, dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est pas vraiment ça. Car au final, les paroles de la mère de Geneviève sont certes frustrantes, car le spectateur épouse le point de vue de Geneviève. Dans l'absolu, c'est plutôt cohérent. Et au final, c'est bien la mère qui avait raison, car Geneviève tombe enceinte et ne termine pas avec Guy. Au final, Geneviève est présentée comme une jeune fille dévergondée qui lâche Guy pour le premier type venu, qu'elle ne connaît même pas vraiment sous prétexte qu'il a de l'argent. Vous êtes une pute. Et dans cette histoire, eh bien, celle qui est valorisée, c'est Madeleine, discrète durant la majorité du film, à peine caractérisée si ce n'est qu'elle est sage et attentionnée, et qui permet en définitive à Guy d'avoir la stabilité, d'avoir sa station de service, et un enfant. Si on résume la thèse qui nous est présentée, la jolie blonde dévergondée est signe d'instabilité et de manque de tenue, amenant à un enfant pas vraiment attendu à la base, qui nécessite de trouver un mari dans la foulée alors que la fille sage et attentionnée fait les choses dans l'ordre en connaissant sa famille, puis le garçon, et en permettant une situation stable. Alors ça, c'est ce que j'ai compris du film, et ça ne veut pas nécessairement dire que c'était intentionnel de la part de Jacques Demy, mais clairement, c'est ce qui est dit par le scénario et la mise en scène. Et on pourrait même dire que ce film est la thèse, et que Les Demoiselles de Rochefort seraient une antithèse. En tout cas, c'est le genre d'hypothèse qui démontre une chose. Les Parapluies de Cherbourg est avant tout un film d'auteur qui s'analyse comme tel. Il ne se comprend pleinement que dans le cadre de la filmographie de Jacques Demy. Donc pour finir, je vous dirais de voir les films de Jacques Demy, les bons comme les plus douteux, car vous y trouverez toujours des choses intéressantes, et vous passerez sans doute plus de bons moments que de mauvais. C'est donc ainsi que se termine ce premier volet de Macro. Dites-moi si vous avez apprécié le concept, et puis bon, si je me chauffe, j'en ferai un deuxième sur un autre film sympa. Et puis bah voilà, à plus tard dans le car. Salut!